Je vais faire une présentation de chacun juste avant leur introduction et on fera une petite synthèse à la fin. Donc, Rolré Ribalta, je vous ai connu comme photographe dans les années 80. À l'époque, votre démarche audacieuse et iconoclaste reflétait le bouillonnement artistique de Barcelone de ces années-là. Puis, vous avez vécu à plusieurs reprises aux États-Unis, avant de revenir à Barcelone, où vous avez été chargé de la production culturelle du MACBA, Musée d'art contemporain à Barcelone, de 1999 à 2008. Vous avez toujours combiné votre travail d'artiste en photographie à une recherche en écriture, à une activité d'éditeur et aussi à la recherche curatoriale. C'est essentiellement ce dont vous allez nous parler aujourd'hui d'ailleurs. Tout cela en parallèle, donc développant une identité multiple, portée par une même et constante disposition à la recherche, attestant de cet être hybride, tête chercheuse et poète de l'image que vous êtes, mais aussi une figure emblématique, en l'occurrence, de l'artiste contemporain. Vous proposez ici une réflexion dense sur l'analyse archéologique de l'exposition photographique documentaire, comme porteuse d'une conception où le public, que vous placez au centre de vos préoccupations, est successivement spectateur d'une utopie dans les années 20, puis au cœur de plusieurs narrations complexes, il devient l'homme ordinaire, sujet de la démocratie de masse à partir des années 30, spectateur reproducteur. Enfin, et essentiellement dans votre expérience au MACBA dans les années 2000, vous cherchez à faire que ce public soit le transformateur qui s'approprie l'espace public de l'exposition, avec la conviction que la photographie populaire à laquelle vous faites référence a cette capacité à produire une expérience collective, émotionnelle, constitutive d'un nouveau modèle de citoyenneté globale. Vous allez donc nous exposer votre vision de ce que vous nommez une archéologie du futur, où le musée pourrait bien être le lieu du débat démocratique. Merci Martine. Je vais lire mon texte. Je vais aussi parler un peu rapide pour m'adapter au temps disponible et je m'excuse de mon assez mauvais français. Bon, mon propos ici, ainsi que les images que je vais vous montrer aujourd'hui, provient principalement de deux expositions que j'ai organisées, à savoir Archives universelles au MACBA à Barcelone en 2008 et l'exposition sur le mouvement de la photographie ouvrière présentée au Musée Reina Sofía à Madrid en 2011. Ma conférence a pour titre « Sphère photographique publique », un pluriel. Elle traite des questions empiriques soulevées par l'organisation d'expositions photographiques historiques. Au cours du travail des commissaires que j'ai accompli lors des 7 dernières années, j'ai utilisé la notion de sphère photographique publique dans le but de définir ou donner expression à la fois une compréhension bien spécifique de l'objet photographique et aussi une approche historiographique et muséale de ces mêmes objets. Je voudrais ici exposer et soulever quelques remarques sur les différentes significations imbriquées dans cette notion, à savoir les significations poétiques, épistémiques et politiques que je n'aborderai pas à travers d'une approche théorique, mais davantage comme un exercice réflexif et même autocritique résultant de la pratique empirique d'organisation d'expositions historiques dans des musées. Bon, la première de ces trois significations, c'est dans la signification poétique. Vous pouvez voir à l'écran la reconstitution lors de l'exposition Film und Photo à Stuttgart en 1929 de la salle soviétique formalisée dessinée par El Lissitzky, l'architecte russe. Cette reconstruction était faite dans le cadre de l'exposition Archives universelles au MACBA en 2008. Archives universelles était... Attendez... Voilà. Était une contribution à l'histoire de l'idée documentaire dans l'histoire de la photographie et avait pour objet de retracer comment cette idée fut produite historiquement dans différents contextes qui déterminent eux-mêmes les différentes fonctions et significations du document photographique.
L'exposition fut conçue autour de 3 questions relatives au document. La première, traiter de la voix ou du sujet intériorisé dans les discours documentaires. La séquence de sa fonction publique ou de genre d'espace public qu'il créait. Et la troisième, de la condition épistémique du document. Cette question relative au document et à la production d'un espace public reposait sur le fait que les discours documentaires émergeaient autour de 1930 dans un contexte déterminé par les nouvelles inconscients optiques résultant des nouvelles techniques visuelles utilisées à des fins de propagande, de la publicité et de la construction de l'opinion publique. Le discours documentaire a pour but la persuasion du public. Il appartient à un genre propagandiste diffusé dans la presse illustrée, dans les expositions et dans les salles de cinéma. Cette section de l'exposition fut précisément nommée Espace photographique public et commençait par la reconstitution de la salle soviétique. Il se poursuivait dans une deuxième salle présentant des projections à grande échelle d'une sélection chronologique de 12 expositions de propagande depuis l'exposition Pressa sur la presse de Lissitzky de 1928 jusqu'à l'exposition Family of Man d'Edward Steichen en 1955. Les projections procuraient une sorte de sentiment d'expérience à l'échelle réelle à travers l'évolution historique du paradigme de l'exposition photographique de vision totale qui produit un spectateur actif, c'est-à-dire ne l'envisageant plus seulement comme un regardant, mais davantage comme un collaborateur, c'est une idée instaurée par Lissitzky à la fin des années 20. Dans ses expositions photographiques, il faisait plusieurs. Fidèle au principe productiviste, l'espace d'exposition psychodynamique créé par Lissitzky était en fait fabriqué dans l'esprit du visiteur et l'architecture déployée devenait un instrument percepteur, une machine corporelle pour les nouveaux spectateurs-producteurs, si vous me permettez cette paraphrase de l'auteur-producteur de Walter Benjamin. Ce concept à la fois photographique et spatial se diffusait rapidement en Europe à partir de 1930 via les designers et architectes du Bauhaus. Il devint la base des nouvelles méthodes publicitaires et fut très vite généralisé en tant qu'outil de communication et de construction de l'opinion dans les grandes expositions institutionnelles. Je parle des années 30. Il faut réinterprété de manière totalitaire, justement à cette décade des années 30, en Italie et en Allemagne, et puis arriva aux États-Unis grâce à Herbert Bayer du Bauhaus en 1942. Il faut enfin réélaborer dans des différentes expositions du moment durant la période de Steichen, notamment Road to Victory et Power in the Pacific, exposition de propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pour culminer au cours de Family of Man en 1955. Steichen devient un virtuose inégalé dans les conceptions d'exposition reposant sur cette idée jusqu'à son départ du moment en 1962. Et je vous montre rapidement quelques de ces projections chronologiques. Ça, c'est Power in the Pacific, avant son des expositions de Lissitzky. Et ça, c'est Family of Man. De fait, cette section de l'exposition Archives universelles retraçait l'histoire de cette utopie architecturale et photographique impliquant un nouveau type de spectateurs depuis la Russie post-révolutionnaire jusqu'à l'Amérique de la guerre froide. Il s'achevait avec quelques images, quelques photos prises par Steichen lui-même en 1959, vous voyez sur les murs, lorsque Family of Man fut inauguré à Moscou. Steichen photographia de manière assez factuelle et littérale la connexion, la fusion utopique, si vous voulez, des visiteurs moscovites avec les murs photographiques de Family of Man. Il semblait documenter comment l'idée d'un espace photographique utopique moderniste, issu des expérimentations et des innovations poétiques de la révolution soviétique, culminait loin de son origine et se voit mener à sa conclusion historique par littéralement l'ennemi lui-même.
Le concept révolutionnaire retourna donc à son lieu de naissance, mais avec une autre signification, transformé en quelque chose d'autre, à savoir en une propagande contre-révolutionnaire et humaniste de la guerre froide. Ce que Steichen a photographié ici, on peut interpréter comme une sorte de revanche historique. Ce que montrent les photos de Steichen, c'est que l'espace public est une construction poétique, la construction d'un monde, pour reprendre les mots de Michael Warner, reprenant lui-même les mots de Nancy Fraser. Warner parle d'une transcendance lyrique dans les concepts de public. Il résume la dimension poétique de ces dernières en disant, j'ai traduit, organiser un spectacle ou une exposition et attendez qui vient. Ça, c'est une citation de Michael Warner. Il poursuit en analysant comment le discours public doit s'adresser à la fois au public en tant que personne réelle déjà existante et en même temps à une construction poétique d'un public qui n'existait peut-être pas encore. Il me semble que cette dimension prospective du public, à la fois factuelle et fantasmatique ou futuriste, est particulièrement bien mise en forme par ce concept utopique de l'exposition propagandiste, moderniste de propagande. J'ai rappelé donc que Steichen fut un artiste majeur dans les domaines de la conception d'exposition jusqu'à la fin de son contrat au MoMA comme directeur du département de photographie. Cette photo ici de l'installation provient également de l'exposition Archives universelles. Elle correspond à la dernière semestre de la première section de l'exposition consacrée à la voie du documentaire et la dialectique entre documentaire révolutionnaire du mouvement de la photographie ouvrière d'un côté et l'idéologie paternaliste et libérale de la Farm Security Administration d'un autre côté, comme cette dialectique est constitutive de la configuration de la culture du documentaire photographique dans les années 30. Cette mur ici est une reconstitution quasiment à l'identique de l'installation des deux murs de Dorothea Lange dans la dernière exposition de Steichen au MoMA, à savoir la grande exposition sur les Farm Security Administration intitulée The Better Years de 1962, la dernière expo de Steichen au MoMA. La reconstruction est faite à partir des tirages originaux qui furent préservés. Nous voyons bien à quel point Steichen est resté fidèle à cette grammaire moderniste jusqu'à la fin de sa carrière et nous le voyons plus particulièrement dans les superpositions d'images, dans l'utilisation du rapport d'échelle, dans l'accrochage et la séquence et aussi que dans la réminiscence de la résonance psychodynamique et tridimensionnelle des espaces photo-architecturaux créés par Lissitzky pour ses spectateurs producteurs du futur. La deuxième signification derrière l'idée d'une sphère photographique publique est épistémique, ou plus précisément historiographique. Elle est la conséquence de ce que nous venons de voir. La question est de savoir comment traduire dans l'espace de l'exposition les paradigmes, ou suivant la terminologie ou la tradition intellectuelle que nous défendons, les régimes épistémiques, d'après la terminologie de Foucault, ou encore les structures du sentiment, après Raymond Williams. Je veux parler ici de ces structures inconscientes et partagées culturellement qui sont produites collectivement et anonymement. Comment les traduire dans les impératifs factuels de l'espace de l'exposition ? L'histoire moderniste de la photographie s'est concentrée sur l'histoire d'une technologie, de ses héros, de leurs chefs d'œuvre, davantage qu'une histoire culturelle des usages sociaux et publics de la photographie. Comment historiser des paradigmes tels que celui de la mise en exposition d'une vision totale et retracer les liens entre innovation artistique et innovation sociale, alors que l'effacement ou la dépolitisation de ces liens est précisément inscrit dans l'inconscient de l'historiographie formaliste traditionnelle. C'est une question. Cette opération exige une histoire de l'art, une histoire de la photographie dans ce cas précis, non pas constituée de créateurs et d'images, mais une histoire des sphères publiques, une histoire des modes de circulation, des débats, des antagonismes, une histoire des formes collectives de production et de la vie publique des objets photographiques.
Cette compréhension détermine, par exemple, ma décision d'inclure de nombreuses publications, imprimées, films dans les expositions que j'y monte. L'objet d'art y est appréhendé en tant que document des mouvements de l'histoire, et j'y reviens sur cette question dans 5 minutes. Du point de vue muséographique et aussi historiographique, la photographie pose également les problèmes du statut de l'objet photographique et de ses multiples formes potentielles. Une même image peut avoir différentes tailles et se dévoiler au public via différents moyens. Il existe une multiplicité des objets photographiques produits par une même image. Ces différentes incarnations publiques de la photographie impliquent des formes spécifiques de circulation et ont des conséquences déterminantes pour la signification des images. Je pense que nous avons besoin d'une méthodologie historiographique qui nous aide à éclairer cette condition relationnelle, multiple, instable, précaire du sens photographique après la matérialisation spécifique des objets photographiques spécifiques. Ça, c'est une citation de Donald Judd, mais la traduction, ça a transformé. Bon, enfin. La question est par conséquence de trouver de quelle manière traduire un concept d'histoire si complexe dans l'exposition en apportant une attention particulière à la vie publique et la spécificité de ces objets photographiques. Bon, pour l'exposition Archives universelles, j'ai utilisé une structure spatiale et discursive basée sur des micro-histoires, comme autant de constellations de différentes parties qui ne cessent de discuter et dialoguer entre elles. Il y avait entre ces différentes parties des imbrications, des chevauchements, des prolongements et des ruptures. Parfois, les mêmes images ou des images similaires apparaissant dans plusieurs contextes différents avec des significations différentes. J'ai abordé auparavant le cas de Steichen, c'est significatif de cela. The Family of Man est également apparu indirectement dans une section ultérieure de l'exposition sur un jour nouveau et inattendu à travers de l'œuvre photo-anthropologique de l'anthropologiste américaine Margaret Mead et plus particulièrement de ses livres photographiques de l'après-guerre, que c'est ça que vous voyez ici, dont les dernières à droite s'intitulaient précisément Family. Mead faisait des figures intellectuelles organiques de cette idéologie humaniste qui appartiennent au champ du documentaire libéral. Mead, c'est une figure clé, mais ça, c'est peut-être une discussion un peu complexe pour maintenant. La prévalence de la source humaniste anthropologique du discours documentaire sur sa source révolutionnaire et prolétaire de l'avant-guerre est une construction justement de la guerre froide. À travers de ces relations complexes entre les différents objets présentés dans l'exposition, j'ai essayé de retracer les mouvements de l'histoire et l'histoire en mouvement. Je veux dire, les prolongements, anachronismes et dislocations de la temporalité historique, ou, si je me réfère à A.B. Warburg, qu'on retrouve aussi à l'exposition, pas loin de Margaret Mead, et vous verrez, la persistance et l'apparition de l'ancien dans le moderne et du moderne dans l'ancien. J'ai essayé de démontrer qu'il n'avait pas un seul flux historique, mais une simultanéité des forces historiques agissant dans le même temps, dialoguant entre eux dans la tension et l'antagonisme. Voilà. La photographie, ici, c'est une vitrine sur A.B. Warburg. La photographie des esquisses de Warburg à gauche, pour son projet Mnemosyne du milieu de la fin de son dernier projet, la fin des années 20, est contemporain de l'émergence à la fois des concepts photo-architecturaux de Lissitzky et de la transformation du magasin communiste allemand nommé Arbeit Illustrierte Zeitung, AIZ, que ça veut dire le journal ouvrier illustré, et un des espaces publics photographiques les plus innovants de son temps est le lieu de naissance du mouvement international de la photographie ouvrière en 1926, c'est le moment qui correspond exactement au moment où le discours documentaire comme tel est apparu en tant que tel. Voilà. Et ça, c'est la salle avec le projet de Warburg, le Mnemosyne.
Les mnémosines de Warburg présentent une contribution historique à la production matérielle de l'idée d'un espace public psychique uniquement constitué d'images photographiques et produisant à travers de la relation du montage, si vous voulez, de ces mêmes images entre elles. Mon argument est de dire que cette idée a émergé ou a été produite historiquement grâce à un certain nombre de pratiques simultanées, soit à travers de Warburg, à travers de Lissitzky et à travers de la naissance du mouvement de la photographie ouvrière. Je pense que l'installation d'une exposition émergente de la complexe simultanéité d'une même idée, produite par des différentes expériences et différentes postures intellectuelles, traduit en notre narration historique et met à jour un basculement historique, lui aussi au sein de la structure psychoculturelle élaborée par la photographie au cours de l'émergence d'une nouvelle culture visuelle publique, disons les mass médias aux années 20. J'ai également utilisé cette structure relationnelle pour rendre visible cette sorte de forme de simultanéité historique dans l'explosion du mouvement de la photographie ouvrière. Ce que je vous montre là, ce sont les différentes versions publiées. Ça, c'est pas publié, mais vous allez les voir. La fameuse série sur la famille Philippov de 1931. Voilà, ce sont les versions publiées. D'abord, dans l'ordre chronologique, les deux versions soviétiques publiées dans les magasins AI7. Que c'est ça? Et, attendez. Ça, c'est la deuxième version soviétique dans le magasin Proletarskoye Photo. Et ensuite, c'est ça. La version allemande, plus tardive, mais aussi de la même année, les Philippov allemands. Cette série fut intitulée 24 heures dans la vie d'une famille ouvrière moscovite. Il fut conçu comme une observation photographique de la vie quotidienne d'une famille anonyme sous le régime socialiste. La série sur la famille Philippov représente la culmination paradigmatique des thèses de l'observation photographique prolongée ou extendue, comme disait Sergei Tretiakov, le plus important théoricien. Et il parlait aussi de la sérialité, de la dialectique texte-image, de la production d'une iconographie pour l'italien par les mouvements de la photographie ouvrière. Mon exposition sur ces mouvements était en quelque sorte une tentative d'historiser un autre de ces concepts photographiques inconscients de l'entre-guerres qui émerge via le nouveau régime de la culture visuelle créé par les pages des magasins illustrés. C'est que les concepts photographiques étaient d'un nouveau public. Je veux dire par là que l'iconographie documentaire a pour but une sorte d'autoreprésentation du public montré dans les images implique la production visuelle d'un nous partagé. Et j'explique ça vraiment. La naissance du discours documentaire de l'entre-guerres résultait de l'incité politique de rendre visible les nouveaux rôles protagonistes, j'ai fini rapidement, joués par la classe ouvrière au sein de la nouvelle culture des médias correspondant à l'ère de la démocratie des masses. Dans ce contexte, la photographie ouvrière représentait une tentative de production d'une sphère publique prolétarienne, une sphère contre-publique, disons à la manière un peu de Nancy Fraser, grâce à l'autoreprésentation des ouvrières par leurs propres moyens, à l'encontre du paternalisme bourgeois des moyens dominants. Voici quelques exemples de photographies ouvrières allemandes dans l'exposition. Les magasins AI7 avec des reportages des photographes ouvriers amateurs. Voilà. Une image des chômeurs. Ça, des images de différents photographes allemands de l'époque. Voilà. La production d'une poétique de la dépossession fait une contribution décisive des méthodes documentaires des années 30, non seulement dans les luttes sociales pour la justice et la démocratie, mais plus généralement pour l'imaginaire démocratique d'une citoyenneté universelle. Imaginaire qui trouve précisément une source iconique essentielle dans les projets documentaires de la photographie ouvrière.
C'est ça que j'ai essayé de montrer dans l'exposition. L'iconographie d'une existence précaire, fragile et constitutive du projet documentaire prolétaire et figure également à la racine de la construction poétique de la démocratie et de l'idée de justice. L'égalitarisme se base sur cette poétique qui dit que nous sommes tous vulnérables face à la pauvreté et l'injustice. La poétique documentaire traite de la production de l'homme ordinaire, le nouveau sujet politique de la démocratie des masses, à la base de la notion moderne de la souveraineté populaire. Et c'est ça qui m'amène à la troisième signification de l'idée d'un espace photographique public, et c'est la signification politique. Cette image ici montre l'installation publique d'une série créée par le photographe français Patrick Feigenbaum en collaboration avec l'historien barcelonais Joan Roca dans le cadre d'une exposition appelée « Comme voulons-nous être gouvernés ?» avec question, organisée par les MACBA et que nous avons montré en 2004 dans des différents lieux de Barcelone et qui adoptait différentes méthodes de coopération avec des mouvements sociaux de la ville, en réponse aux nouvelles formes de gouvernance culturelle mise en place par une municipalité technocrate néolibérale. J'étais pendant presque 10 années responsable des programmes publics au MACBA et au cours de ces 10 années, nous avons produit une série de projets qui essayaient de réinventer le rôle du musée dans la ville. Nous avons plus particulièrement essayé de créer des espaces de confluence entre l'institution et les mouvements sociaux émergents. Notre argument était que ces projets muséaux trouvaient leurs racines dans les pratiques de critique institutionnelle. L'objectif de ce nouvel institutionnalisme fragile et déterritorialisé était de réinventer les musées en tant que sphère publique expérimentale. Ce qui signifiait repenser des rêves de définir le public et les conditions de l'institution publique à partir des contributions du féminisme, de la théorie queer, de la théorie de la démocratie agonistique de Chantal Mouffe et des expériences des nouveaux mouvements sociaux. Apprendre les publics comme transformateurs et non plus comme des reproducteurs, dépassant ainsi d'une certaine manière les limites d'une représentation politique traditionnelle basée sur une conception bourgeoise habermasienne de la sphère publique. La critique des conditions de citoyenneté faussement égalitaires faisant fi des genres et des races, élaborée par Jürgen Habermas dans son texte séminal sur les sphères publiques, remonte à la fin des années 80, période dans laquelle son livre fut traduit à l'anglais pour la première fois et provoqua un fameux débat qui, toujours, à mon avis, reste actuel, bien documenté. Nous ne pouvons désormais apprendre le public de manière antagoniste, ou pour reprendre le terme de Chantal Mouffe, d'après le pluralisme agonistique. Le modèle de démocratie agonistique de Mouffe prétend que la politique démocratique consiste en une requalification de l'antagonisme social en agonisme, c'est-à-dire non plus une lutte entre ennemis, mais entre adversaires, ce qui signifie reconnaître qu'il n'existe pas de consensus sans exclusion et que les conflits, la controverse et les débats sont inhérents à la démocratie. J'ai fini. Cette notion de démocratie agonistique, couplée à la dialectique entre public et contre-public de Nancy Fraser, était un des concepts essentiels dans ce que nous avons essayé d'accomplir au musée en termes de prolifération expérimentale des espaces publics, ayant pour objectif une pluralité non hiérarchique dans l'appropriation publique de l'espace muséal. Ceci étant, c'est une chose expérimentée avec l'institution et sa programmation, et c'est une autre chose internaliser les conséquences politiques d'une telle expérimentation et de transformer les méthodes de travail au cœur de l'instructure institutionnelle. En d'autres termes, la question est d'arriver à traduire les conclusions d'une appréhension aussi déconstructive de la politique démocratique en des pratiques muséales, historiographiques et curatoriales. C'est ça que j'entends par critique institutionnelle. À l'heure actuelle, je ne peux pas répondre à toutes ces questions et problèmes qu'à travers mon expérience dans des expositions comme Archives universelles ou celle de la photographie ouvrière.
l'exposition Archives universelles était une exposition historique résultant de la nécessité de donner en contexte une série de nouvelles commandes produites dans le cadre d'un projet d'observation photographique de la ville de Barcelone, ayant elle-même pour but la réappropriation critique et polémique de la structure classique d'une mission photographique telle que la mission héliographique ou la French Security Administration, en tant qu'intervention publique dans les débats sur l'avenir de la ville. Ce projet constituait le point d'or et la fin, en certaine manière, de la série d'expérimentations institutionnelles menées au MACBA durant les décennies écoulées. L'exposition sur la photographie ouvrière fut une expérience différente de critique institutionnelle. C'est en retraçant notre généalogie de la culture documentaire d'entre-guerres, la généalogie précisément basée sur la mémoire fondatrice mais réprimée de l'expérience révolutionnaire, qu'est apparue notre narration du modernisme. Il s'agit de dire qu'il est impossible de comprendre les innovations artistiques au dehors du cadre de lutte et d'expérimentation sociale. La mise en premier plan de la visibilité muséale des histoires oubliées et réprimées produit de la transparence quant aux conditions et aux limites institutionnelles dans la production d'une histoire hégémonique. Ce processus dénaturalise l'inconscient jamais remis en question du musée d'art. L'exposition avait pour objectif de ramener dans un contexte grand public et de remettre au jour les débats sur les politiques de la représentation. Non, et maintenant, j'ai fini, vraiment. À cet égard, je pense qu'il existe une condition parallèle entre le processus documentaire et les musées. Tous deux traitent du problème de la représentation politique, je veux dire par là, des problèmes induits dans le fait de parler au nom d'autres personnes. Deux des plus importantes contributions récentes à la théorie photographique traitent précisément du rôle public de la photographie et apportent une vitalité nouvelle au concept documentaire. Ariela Soulet propose la notion de contrat social pour, à partir d'un fondement déconstructif, redéfinir le fait que la photographie reste un contrat social de la photographie, pour redéfinir le fait que la photographie reste un instrument politique essentiel d'émancipation dans les conflits sociaux actuels. Elle souligne le fait que le sens d'une photographie provient des articulations entre les différents agents impliqués dans la production et la circulation du discours photographique, l'appareil, les photographes, les sujets photographiés, les spectateurs. Aucun de ces agents n'ayant le pouvoir à lui seul de contrôler les sens. En référence au contrat social de Rousseau, elle envisage la photographie en tant qu'accord laïque et non essentialiste entre citoyens. Azoulay parle de citoyens de la photographie et Blake Stimson, de son côté, parle de la photographie et sa nation, envisageant là un espace public partagé et bien spécifique produit par la photographie. Dans son livre The Pivot of the World, il consacre un chapitre à l'exposition de Family of Man et il décrit comment elle produit une expérience collective, émotionnelle, constitutive d'un nouveau modèle de communauté ou de citoyenneté globale avant que les modes d'intégration sociale fussent déterminés dans les décennies suivantes par l'accès aux biens de consommation. Family of Man a représenté, selon Stimson, le dernier moment au cours duquel l'expérience esthétique est devenue expérience politique de manière collective, le dernier moment de l'homo politicus avant qu'il soit remplacé par l'homo economicus. Il s'agit également du dernier moment de suprématie de la photographie dans les médias avant l'arrivée de la télévision. Et ceci me ramène au début de mon intervention. Je pense qu'il reste encore du potentiel à explorer dans les années à venir dans l'utopie moderniste des espaces photo-architecturaux pour une nouvelle spectateur émancipé. Ces espaces architecturaux et visuels constituent toujours une partie de ce que nous envisageons comme les démos modernes, à savoir la sphère publique démocratique, l'espace partagé des valeurs et des repères communs, mais aussi des confrontations avec l'autre. Je vois mes projets d'exposition à la fois comme des recherches historiques et comme des musées imaginaires, comme une archéologie du futur, si vous me permettez. L'espace d'exposition et les musées me semblent être encore aujourd'hui les lieux au sein duquel peut avoir lieu le débat sur les conditions actuelles
et à venir de la signification de la sphère publique démocratique. Et merci, et c'est tout. Merci. C'était une performance. Non. Donc, j'avais essayé de synthétiser un peu le propos. J'espère que voilà, vous avez suivi son développement. C'est vrai que voilà, la pensée est complexe, l'articulation entre donc la position d'artiste et d'artiste-curator a une dimension très présente dans l'œuvre de Rolleré. Et je pense que autrement, on va pouvoir parler avec Emmanuelle de comment justement elle, se saisissant de l'espace muséal, en fait effectivement une sphère expérimentale. Donc je vais donner la parole à Emmanuelle, juste la présenter brièvement. Donc pour le coup, alors il faut changer les images. Moi j'y connais rien. C'est toi Emmanuelle qui intervient, qui va. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. Est-ce que Thibaut, on peut décrocher, on branche l'autre? Voilà, ça marche. Donc, on peut dire que, pour le coup, Emmanuelle Lenné, vous investissez le musée comme une sphère expérimentale. Vous avez la particularité de vous saisir donc de l'espace muséal, du lieu d'exposition, comme d'un lieu organique où vous déployez une sorte d'archéologie de l'œuvre également. Votre dernière installation au MACBA à Lyon, pour la Biennale qui vient de clore, était à ce titre absolument exemplaire du chaos que vous générez comme pour contrecarrer la rigueur scientifique du musée. Vous y introduisez du sale, du chantier, vous en faites votre atelier. Le visiteur est immergé et même le titre de cette exposition, donc, j'ouvre les guillemets, il paraît que le fond de l'être est en train de changer, convoque le vocabulaire de la crise existentielle. Vous nous direz comment votre recherche se frotte au contexte, comment elle articule architecture et déconstruction, quelle présence et quelle implication physique elle oblige. Votre travail s'empare singulièrement de la photographie à partir de 2011, et c'est à ce point précis que vous avez décidé de démarrer votre présentation, alors que votre travail a une consistance aussi bien antérieure. Voilà, à vous. Bonsoir. J'espère que je ne vais pas trop dénoter dans la présentation de ce travail qui n'est ni documentaire, ni participatif, ni performatif. Et donc, en fait, moi, j'avais pris vraiment un travail qui a commencé par un travail de sculpture assez pop, qui ne s'est jamais refusé le spectaculaire. Donc, j'espère que vous n'allez pas être choqués par cette présentation. Comment dire? Oui, en fait, cette idée de crise, pour moi, je l'ai pris dans le cadre de ce colloque, dans une acceptation assez générale et assez centrée finalement sur ma production artistique, dans une idée que finalement la crise serait quelque chose d'un état continu et permanent, un moment de remise en question en fait des valeurs et d'un système de valeurs qui essaye de se repenser, et que finalement l'état d'équilibre serait un idéal qu'on n'atteindrait jamais. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne, ou que j'essaye de fonctionner dans mon travail, et c'est un peu avec cet éclairage que je m'étais dit que j'allais vous parler très simplement de mon parcours artistique ces dernières années, qui effectivement a commencé par toute une période de sculpture donc finalement assez classique en atelier, que je ne vous montrerai pas parce qu'on n'a pas toute la nuit, et qui passait, en fait, à l'époque, j'avais vraiment dans l'idée un espèce de fantasme qu'en fait les objets du quotidien étaient comme des espèces de logiciels primitifs qu'on pouvait ouvrir et qui nous permettaient d'accéder au code général un peu du monde, et qu'on pouvait, en les hybridant, en les reproduisant, finalement comprendre et remonter jusqu'à l'origine du monde. Voilà. Et en fait, toute cette production m'a amenée à rencontrer des techniques, des gens, à faire des expériences un peu toute seule à l'atelier. Et j'avais une espèce de frustration
quand il s'agissait en fait du moment du vernissage où je me retrouvais à sélectionner finalement l'objet final en fait que j'avais fabriqué et à l'échouer comme ça dans un centre d'art ou dans une galerie. Et je trouvais que en fait, l'expérience que j'avais pendant la production était 100 fois plus intéressante et que cet objet finalement opaque, fini et qui ne s'ouvrait pas en fait comme un logiciel comme je l'avais espéré. Et c'est donc je sais plus en quelle année, il y a quelques années, pour ma presque dernière en fait exposition en galerie à Paris, on avait donc en fait un petit budget d'exposition. Et j'avais donc je crois que c'était en 2009, donc pas très longtemps aussi après la crise et peut-être un durcissement quand même du marché. Et donc j'avais face à moi donc mon galeriste Vincent Pécois, l'ancien critique d'art, qui était extrêmement passionné d'art, mais qui en même temps se rendait compte qu'on avait quand même besoin d'avoir des formats pas trop grands, et qu'il fallait décrire. En fait, il fallait décrire aussi les œuvres à l'avance. Il fallait qu'elles puissent être conservées. En fait, je rentrais vraiment dans une logique de marché, et je me rendais compte que ça allait être vraiment très difficile en fait de satisfaire, ou en tout cas d'avoir une production qui pouvait satisfaire toutes ces contraintes. Donc en fait, on a décidé tous les deux, enfin, je lui ai proposé de finalement travailler sur une forme dans mon atelier et de ne jamais la sortir de cet atelier, de prendre des photographies avec un photographe d'exposition. Donc en fait, au moment où j'ai décidé que la forme était finalisée de tout l'atelier, et qu'on ne montrerait que les photographies de la sculpture dans l'atelier et pas la sculpture elle-même. Hop, attendez, je vais activer le mode de plein écran. Voilà. Et donc, voilà. Et ça me permettait aussi, donc après, avec cette expérience, en fait, pendant la réalisation de cette expérience, ça m'a permis aussi de travailler avec des matériaux, évidemment, qui étaient beaucoup plus putrescibles, qui ne duraient pas dans le temps, et donc d'avoir une pratique plus libre en fait et moins contraignante de la sculpture, qui pour moi depuis quelques années se limitait à un registre de matériaux finalement assez restreint, du fait de ces formats en fait qui étaient liés au transport des œuvres, à leur conservation, à leur description, et voilà. Il y avait je m'intéressais beaucoup à l'art de la mémoire à l'époque, et donc, cette idée que finalement on pouvait utiliser l'architecture comme une prothèse mentale pour mémoriser des discours, c'était une pratique qui était utilisée dans la Rome antique. Et donc en fait j'ai vidé complètement mon atelier, et j'ai travaillé uniquement avec les éléments qui allaient aider à la fabrication de cette œuvre-là, et donc d'une façon assez classique, comme font beaucoup d'artistes, c'est-à-dire en collectant d'abord des images, en les imprimant, en les posant autour de moi, en travaillant sur des prototypes d'objets, et puis pour finalement arriver à la production de cette forme centrale qui était autant une forme inspirée du tronc cérébral qu'un bureau et une table d'ordinateur, et voilà. Donc on a pris ces photographies donc avec André Morin, qui est une personne avec qui je travaille depuis cette période, et systématiquement, qui est un photographe d'exposition, qui a fait un peu toutes les hectares de tous les artistes en fait, français depuis les années 70, quelqu'un qui travaille à la chambre photographique, et la chambre photographique étant une technique qui est utilisée depuis très longtemps, même par la police en fait, pour enregistrer les scènes de crime, et qui a cette qualité d'avoir des très grands négatifs, et du coup de pouvoir être agrandi en taille réelle, et d'avoir une netteté infinie, et de permettre comme ça à chaque détail d'être très, très, très défini. Et le projet pour l'exposition à la galerie était en fait de rejouer ces scènes, enfin ces parties d'atelier d'une façon presque illusionniste. Donc voilà, donc ça c'est la série qu'on a fait avec lui.
de toutes les parties de l'atelier. Et en fait, voilà. Et dans la galerie, on les a présentés plus ou moins à la taille réelle des objets, sur papier peint collé au mur. Donc en fait, pour essayer d'enlever toute matérialité à l'objet photographique et pour rejouer un côté illusionniste. Voilà. Et en fait, on a eu... voilà, ça a soulevé... C'était assez, c'était assez naïf, en fait. C'était assez intuitif comme idée, comme procédé de travail. Et vraiment, ça naissait de toutes ces contraintes... économique et puis aussi en fait, de frustration par rapport à l'exposition. Et finalement, ça a soulevé des problèmes comment est-ce qu'on peut ne montrer une sculpture qu'à travers une photographie? Est-ce qu'on perd pas une expérience en fait? Est-ce qu'une sculpture ce serait pas quelque chose autour duquel il faut tourner? Et finalement, qu'est-ce qu'est le réel? Et alors, est-ce qu'on a accès au réel grâce à ces photographies? Pourquoi est-ce que tu nous frustres de cette expérience sensuelle que tu nous offrais avant? Donc ça, c'est des choses qu'on me... Et effectivement, je pense que c'était des questions assez intéressantes. Je ne sais pas si on peut répondre vraiment. Moi, je pense que ces photographies, elles agissent en tant qu'elles donnent une expérience dans une forme de réalité, mais je pense qu'elles agissent plus... Finalement, au niveau de la mémoire qu'on a, en fait, elles arrivent directement dans la mémoire. Et je sais que moi, par exemple, personnellement, je construis aussi mon expérience et la façon dont je vais en fait, avoir quelques gestes artistiques qui soient, elle est liée à la mémoire que j'ai de toutes les autres œuvres que j'ai vues avant. Et je sais que la majorité des œuvres que j'ai vues, je les ai vues en photographie. Donc, en fait, voilà, la question reste ouverte. Et en tout cas, pour moi, c'était une façon de présenter un peu le bébé avec l'eau du bain, quoi, et de garder la sculpture dans son jus. Ensuite, ces photographies, voilà, ont voyagé dans différentes expositions. Ce qui était intéressant, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y avait aussi des parties finalement de l'atelier qui étaient finalement anecdotiques par rapport à la sculpture centrale, qui devenaient elles-mêmes des sculptures, ou en tout cas des compositions, et qui finalement, après coup, ont changé aussi, moi, ma façon d'envisager ce que pouvait être une sculpture. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est une exposition, oui, peut-être que je vous le dise quand même. Donc ça, c'est à Pugliese, voilà, au centre, une exposition collective qui s'appelait Manufacture. Voilà. Après, alors, grâce à cette expérience comme ça de finalement refuser de faire sortir la sculpture de l'atelier, bizarrement, m'a valu pas mal d'invitations de transposer mon atelier dans d'autres endroits, ce que j'avais pas prévu et ce qui était assez intéressant parce que de toute façon, j'avais un atelier dans un endroit qui était assez précaire, qui était donc un squat parisien. Et donc, j'étais assez ravie qu'on m'invite comme ça à le transposer dans d'autres endroits. Alors, celui-ci est un endroit assez particulier, qui est une invitation que les artistes peuvent refuser de temps en temps, parce qu'elle est assez contraignante. C'était une invitation à travailler dans un hôpital psychiatrique, au sein d'un workshop avec des patients internés dans l'hôpital psychiatrique. Et j'avoue que en fait, ça a été assez compliqué de négocier avec les gens de l'hôpital au départ le fait de ne pas faire un atelier de terre ou de plâtre, qui est un peu la technique en général on se dit que le maniement comme ça manuel de matière molle en fait relaxe les patients de maladies mentales et en fait permet un dialogue sensuel et j'avais pas du tout envie de faire des pots en terre avec eux. Donc je leur ai demandé ce qui était une proposition assez violente quand même, de prendre comme mon atelier pendant 15 jours leur salle de relaxation. Donc c'était la salle qui était dédiée aux activités relaxantes, donc ping-pong, salle de détente, ça s'appelait, voilà, salle de détente.
table de ping-pong et d'utiliser leurs objets pour, en fait, comme socle et comme base pour travailler dessus et faire des sculptures. Voilà, donc certains objets ont été un peu mis à mal, comme la table de ping-pong, mais tout a été bien sûr remis en état parfaitement après. Bon, alors il y a eu, en fait, le protocole en fait de travail avec ces gens, c'était d'abord de les rencontrer, de leur proposer ça, et de leur donner des rendez-vous tous les 5 jours, je crois, pour voir l'avancée en fait de la production. Donc au départ, je leur parlais de projets, de quelle forme j'avais envie plus ou moins de réaliser et comment j'allais m'y prendre, avec quel type de matériaux. Et puis petit à petit, l'installation avançait. Et en fait, à la fin, comme d'habitude, en fait, mon photographe est venu pour prendre des photographies à la chambre qui devait voyager. Mais en fait, ce que j'ai proposé à ce groupe de patients, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire de prendre un appareil photo chacun et d'immortaliser en fait de faire 5 photos chacun qui seraient en fait ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils décideraient de garder de cette installation, et ensuite de faire une exposition de photos avec eux dans l'hôpital. Et puis après, on a aussi fait une édition qui s'appelle Stellatopia et qui a été publiée. Je montre pas leurs photos là parce que ça c'est en fait là. Ça s'est assez mal terminé parce qu'en fait, on a eu, c'est le personnel de l'hôpital qui a été très choqué par l'installation, qui ont trouvé très bordélique et du coup très peut-être. On a été traité de cannibales, c'était assez voilà. Et donc en fait, il y a eu un conflit au moment du vernissage donc en fait, avec les patients, on a fait une série de photographies. Ensuite, on les a sélectionnées ensemble. Donc chacun en avait pris 5, on en a gardé. Ensuite, on a fait tout un accrochage ensemble où on a choisi des séquences en fait de photographies. Et ça s'est extrêmement bien passé en fait. Moi, j'avais très peur parce que je savais pas du tout si je pouvais fonctionner dans un endroit qui était très comme ça, très normé, et puis avec des gens qui avaient des pathologies. Et en fait, ça s'est passé merveilleusement bien. Sauf que, effectivement, le personnel de l'hôpital a été choqué. On a été taxé de faire quelque chose qui n'était pas de l'art. Et en fait, au moment du vernissage, il y a eu un scandale et j'ai plus jamais revu ces gens. Et donc, je me sens pas, comment dire. Je pense que j'ai pas le droit même de montrer en fait leurs œuvres sans leur avoir demandé leur autorisation. Et j'ai pas tellement le droit de communiquer parce qu'en fait, leurs identités sont protégé par l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est les photos que moi et mon photographe avons fait de l'installation à ce moment-là. Voilà. Et qui ont été qui ont voyagé de la même façon que la première dans différents espaces. L'exposition, Palais de Tokyo. La troisième, et donc là on commence à rentrer dans un systématisme. Donc c'est une troisième installation qui a eu lieu aux Arcs dans le Lot, et cette fois-ci je me suis installée dans la billetterie de ce monastère qui a été rénové dans les années 90, qui a été rénové dans les années 90 et auquel ils ont accolé une petite folie architecturale qui est une espèce de boîte de verre avec des dimensions assez bizarres et qui sort de billetterie et sur laquelle j'ai travaillé pendant 1 mois et qu'on a pris en photo. Voilà, donc je passe assez vite. Elles sont pas très bonnes. Ah voilà, et là on les a, Et là par exemple on voit la reconstitution remontage et réédition de ces images dans un espace qui ressemble architecturalement à l'espace dans lequel l'installation a été prise et qui se trouve à Mexico. À Mexico. Voilà. Toc, on en a encore une là. Hop, qui a été donc en fait on va passer directement
à ce moment. Les photos sont pas très bonnes, hein, je suis désolée, la définition normalement devrait être meilleure. Il faudrait que je retravaille là-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est à Bruxelles en 2011, j'ai une invitation dans un centre d'art, pour une fois, à travailler sur une installation. Et là, en fait, je me dis que ce serait peut-être intéressant pour une fois de travailler sur ces restes, en fait, de travailler une installation, donc de faire mon atelier, en fait, voilà, sur l'espace central de la salle principale de la loge à Bruxelles, qui est une ancienne loge maçonnique. Donc, et pour la première fois, de montrer la documentation de l'exposition en même temps que l'exposition elle-même et en même temps que l'installation elle-même. Pour voir, et vraiment toujours dans une idée d'expérimenter et de coincer comme ça et de passer outre, ou en tout cas de faire disparaître ce moment horrible du vernissage, qui est un peu censé être le moment de l'expérience artistique, et de passer directement de la production d'atelier à la validation par la photographie. Et donc j'étais vraiment dans une approche comme ça assez conceptuelle, on va dire, et finalement en publiant et en éditant et en collant cette photographie taille réelle sur le mur de l'espace, je me suis retrouvée presque dans un espace psychédélique, quoi, où finalement les objets étaient doublés, l'architecture était doublée, mais plus que ça, en fait, au niveau de l'expérience, c'est-à-dire que je commençais à avoir une idée de ce que la photographie à la chambre agrandie allait donner. De l'espace au moment où je travaillais. Et en fait, au moment où j'étais en train de fabriquer tel ou de poser tel objet ou de fabriquer telle sculpture à tel moment, j'étais en même temps en train de la fabriquer dans la photographie que je savais qui allait être posée à 2 mètres. Donc d'une certaine façon, il n'y avait plus un objet, mais il y en avait 2, et donc il y avait 4 possibilités. Il y avait un objet, mais il ne sera pas dans la photo, ou 2 objets, ou alors ou 2 objets mais je l'enlève, alors il n'y en a plus qu'un dans la photo, ou je le déplace, et en fait d'un seul coup l'installation et la composition devenaient en fait à moitié réelle, à moitié virtuelle, et en même temps avec une virtualité très bas de gamme, quoi, parce qu'en fait finalement cette utilisation et cette exposition de photographique, c'est le langage de la communication visuelle, des grands magasins, et donc c'est un psychédélisme un peu cheap, quoi. Voilà. Et du coup, mais en tout cas, c'est un système qui m'a ouvert à nouveau, en fait, des perspectives de qu'est-ce que pouvait être. Dans quel espace pouvait s'étendre cette production d'atelier, ce geste sculptural, et dans différents temps. Et voilà. Et donc, ensuite, il y a eu cette... et voilà. Et après, voilà, les invitations dans différents espaces se sont succédées. Et... petit à petit, il y a vraiment une stratégie, en fait, de ma part du point de vue, c'est-à-dire de comment le point de vue que je vais prendre avant de travailler dans un espace réel, comment je vais le photographier et comment cette photographie va agrandir ou changer l'espace, en fait, intervient en premier, et après, dans cet espace qui est élargi par cette photographie, je me dis, tiens, ben, comment est-ce que je vais pouvoir fonctionner et comment je peux travailler dans cet espace qui est mixte, qui est à moitié réel et à moitié photographique. Donc là, on a travaillé avec... oui, comme il y a beaucoup de références quand même à la nature morte, et donc on a eu envie de pousser comme ça cette idée aussi de composition baroque, un peu presque rococo. Et donc on a travaillé avec une dame qui fait de l'agility, que j'ai rencontrée parce que c'était une exposition qui a eu lieu à Bruxelles.
voilà, et puis qui a accepté de venir avec ses chiens et de travailler comme ça, en plus, avec un élément vivant dans la composition et dans l'immortalisation de l'installation, en fait, parce que c'est des installations qui sont qui existent qu'une fois, en fait. Donc, qui sont assez compliquées, en fait, de les faire voyager. Et donc évidemment, comme vous pouvez imaginer, de les commercialiser. Mais j'ai trouvé des solutions pour les faire voyager, quand même. Donc ça, c'est à la Fondation Ricard. Donc le même système, mais dans un espace plus long, plus compliqué, avec plusieurs installations, donc une histoire un petit peu... pas une histoire, en tout cas plus de mouvement. Donc c'est 2 sculptures qui sont réalisées en fait sur la moquette avec en fait de la pierre de lave et de l'argile qui est coulée directement sur le sol de la fondation, et puis dû à un espèce de plâtre résine qui est coulé à l'intérieur. Et en fait, on a des moules comme ça qui sont faits directement sur le sol d'une façon assez primitive, on peut dire. Et puis les objets qui sont soulevés avec des palans et accrochés au mur, au-dessus de mobilier qui sont trouvés un peu sur place. Donc là, c'était les fauteuils, le Corbusier des bureaux de Colette Barbier. Et voilà. Ensuite, elles ont été déplacées à un autre endroit et puis sprayées avec du latex, puis redémoulées. Là, elles sont posées sur un socle parce qu'on a fait un effet de vol comme ça de sculpture. Donc ça, c'est des installations brutes avec les prises en photo par André. Et ça, là, on a les photographies des installations installées à l'endroit où les installations ont eu lieu et la façon dont elles changent l'espace. C'est vraiment pas bon, là. Je suis désolée. Hein. Sur mon écran, ça va, mais... Ouais, je suis vraiment désolée. Faut que je... Voilà, donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu envie de représenter en fait ces installations qui étaient très, comme ça, un peu héroïques, et qui avaient eu lieu à la Fondation Ricard, qui avaient été faites sur place, de les représenter peut-être 2 semaines après à Paris, dans un endroit à côté, avec le même bordel. Mais alors, cette fois-ci, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé à partir des photographies qui avaient été prises à la Fondation, qu'on a retravaillé sur Photoshop pour, en fait, déplacer les objets dans l'espace de la galerie de Noisy-le-Sec. Et ces grandes photographies sont devenues, en fait, et sont arrivées avec tous les objets de l'installation Ricard qui avaient été mis en boîte, étiqueter autant les sculptures que les cendriers avec les cigarettes et les sièges Le Corbusier et tout ce qu'ils ont pu trouver. Et en fait, tous ces cartons sont arrivés à la galerie et c'était finalement l'image de l'installation qui devenait la partition pour reproduire en fait cette installation. Et bien sûr, donc, tout était présenté 2 semaines après, un peu... il manquait un peu des bouts, l'énergie n'était plus la même en fait. Mais... moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce va-et-vient entre cette image et puis ces éléments épars et cette espèce je sais pas, d'archéologie un peu personnelle, ou en tout cas d'archéologie des objets qui ont fait partie. Qu'est-ce qui fait partie de l'installation, qu'est-ce qui ne fait pas partie, et de tous les problèmes que ça peut poser en fait, surtout d'enregistrement, de choses qui se perdent, qui se rajoutent. D'ailleurs, c'est souvent le cas parce que toutes ces choses en fait voyagent comme ça d'exposition en exposition. À chaque fois, il y a des objets de l'installation qui sont perdus, d'autres qui sont rajoutés. Elle n'a jamais vraiment la même tête. On la rejoue vraiment comme un... Voilà, là c'est à Copenhague. Donc c'est encore la même. Et il n'y a plus du tout... Enfin, l'in situ n'existe plus, on est vraiment dans autre chose. Voilà. Et puis après ça, c'est bientôt fini aussi. Ah ouais, non, mais c'est la catastrophe. Hein. Je suis vraiment... C'est dommage. Parce que... Ouais. Mais je comprends pas parce que c'est très bien sur mon écran. C'est vrai ?
D'accord. Ouais, non, parce que là, c'est la dernière exposition à Lyon, c'est celle dont je parlais dans la petite présentation, et c'est vrai que c'est très précis, justement. Voilà, donc en tout cas, on est un peu sur le même dispositif, mais dans un espace très muséal. D'ailleurs, en fait, quand j'étais invitée à la Biennale, on m'a donné le choix, et j'avais envie, en fait, d'essayer de travailler, de voir en fait ce qui pouvait se passer dans le fameux White Cube, et avec des plafonds de 5 mètres de haut, et de travailler vraiment avec... de limiter de plus en plus finalement l'acte sculptural, qui au départ était central, et petit à petit et d'ailleurs qui, je pense, va finir par même disparaître, parce que finalement je pense que je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est vraiment un débat, mais j'ai l'impression que la sculpture maintenant elle est plus dans les images et dans la façon dont elles agissent sur l'architecture, et je me dis que finalement ce geste de sculpture assez traditionnel qui a lancé en fait toute cette problématique, qui m'a amené vers cette pratique, il est peut-être plus si nécessaire, et peut-être que je devrais maintenant me poser la question de qu'est-ce que cet espace, ce nouvel espace, permet comme type d'activité. Et ça, c'est des choses qui sont à venir dans les mois à venir, dans les années à venir. Voilà. Très bien. Merci. Merci Emmanuel. On voit que l'interrogation est forcément toujours présente dans le questionnement des artistes. Je crois que le travail d'Emmanuel est tout à fait emblématique de cette question de l'œuvre en mouvement. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez quelques questions? On a pris un peu de retard, mais on peut prendre 4-5 questions. Tant sur la première présentation de Rolleré que sur celle d'Emmanuel, et vous pouvez tout à fait imaginer lier les deux depuis différents points de vue, ou que ce soit du point de vue de la photographie dans l'exposition justement, ou autrement de l'espace muséal expérimental ou sphère publique d'expérimentation. Voilà, donc des questions dans la salle. Après, on ira boire un coup, hein, mais enfin, d'abord, on vous laissera un petit peu poser, et puis on reviendra pour une synthèse ici, avant de boire un coup. Mais ça va venir. Voilà, donc... Bon, c'est la fin de la journée, vous êtes un peu assommés, voilà. Donc on a... eh bien, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des commentaires ou... Oui, un commentaire là-haut. Une question. J'ai perdu le micro. Ah, j'en ai un là. D'accord. Oui, excusez-moi, parce que ça ne va pas être en lien avec les choses très intéressantes qui viennent d'être montrées, en tout cas sur cette partie du colloque. J'avais envie de témoigner tout à l'heure, et donc je le fais maintenant, puisque je n'ai pas pu le faire à ce moment-là, au moment de l'intervention de Joël Zask. J'étais jusqu'à peu secrétaire générale d'un théâtre dans les quartiers nord de Marseille, et donc j'avais participé au projet participatif des quartiers créatifs. Donc c'était dans ce cadre-là que je voulais témoigner de cette chose forte en termes de participation des publics, et du risque notamment d'instrumentalisation des artistes, effectivement, et aussi celui du public. Donc c'était cette petite remarque-là que je voulais faire. Et juste pour faire le lien, parce que la question de la jeune fille tout à l'heure sur le rôle de l'art, on est passé un petit peu vite sur la réponse, et je pensais qu'on allait être au cœur là justement de ce qui nous réunissait aujourd'hui sur la thématique en temps de crise où se situe l'art, et je trouvais qu'il était très
pertinent de reposer la question sous ces termes, c'est-à-dire quel est le rôle de l'art en temps de crise, qui n'est pas tout à fait la même question, me semble-t-il. Monsieur Dupont, vous y avez répondu d'ailleurs assez pertinemment sur le fait que l'art n'a pas à se justifier. On parlait de la crise économique et qu'est-ce que c'était que cette notion de crise. Si je suis assez d'accord sur la notion de crise économique relative, on peut quand même ne pas nier qu'il y a une crise de, peut-être, en tout cas c'est un avis que j'émets, une crise de société, une crise peut-être de la démocratie, une crise de l'identité, sur laquelle l'art répond évidemment en droite ligne sur ces problématiques-là, en replaçant la condition humaine au cœur de ces interrogations. Voilà, c'était une petite remarque que je voulais faire parce qu'on est passé un peu vite sur ces réponses qui me paraît tout à fait capitales sur ce qui nous occupe et ce qui nous réunit aujourd'hui, me semble-t-il. Alors, ça marche, oui. En fait, c'était pas une boutade, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, ni par rapport à la manière dont le fascisme effectivement prend au sérieux l'art, ni dans le fait que la vacance a droit de cité par rapport à l'art. C'est juste que il y a deux questions à mon avis qui sont à détacher. La question de la crise, d'abord, elle est discutable. Ensuite, elle a plusieurs dimensions. Elle est culturelle, sociale, économique, etc. Je pense que la crise ne doit pas être l'alibi d'une dilution de l'art. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la crise, vous dites du coup, ça changerait la donne. Ah oui, ça change la donne, on l'a vu ce matin, concrètement, dans le métier des artistes, ou dans la souffrance que les artistes ont à ne plus pouvoir, comme d'autres, faire leur métier tel qu'ils pensent qu'ils devraient pouvoir le faire. Et on pourrait à ce titre parler des enseignants, et on pourrait à ce titre parler des chercheurs et de beaucoup d'autres gens. Donc évidemment, ce contexte de crise, il est à prendre en compte. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment sur ces questions-là qu'on a essayé de réfléchir ce matin et qui sont évidemment fondamentales. Par contre, et c'est ce qui est clair à mon avis, certaines interventions de cet après-midi, ça ne doit pas être le prétexte, hein, la dureté de la situation économique ne doit pas nous amener à rentrer dans une sorte de chantage, une sorte du coup d'injonction, dans lequel l'art se devrait, dans un mouvement républicain, donc du coup de mettre les doigts sur le pli du pantalon. Et c'est là-dessus que je disais juste attention à ne pas confondre les deux. Troisième point, il y a effectivement quelque chose, alors moi que je n'interprète pas à proprement parler comme une crise, mais plutôt comme une mutation des systèmes d'interprétation. Je pense on parlait de la question de la mise en forme, je pense qu'un nouvel art contemporain d'avant-garde depuis les années 90-2000 est en train de reposer des questions de forme, mais que comme toujours, ces questions-là mettent à mal le cadre d'interprétation même de ce qui se posait comme objet artistique, et évidemment du coup en retour les questions de public et de perception, etc. Et donc ça, c'est une réalité aussi, mais qui, à mon avis, est plus presque sémiotique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a là un nouveau passage, après l'art in situ, hein, je pense que le travail d'Emmanuel Lenné en est une démonstration. Le travail aussi de Jorge Ribalta ou de Stéphanie, c'est-à-dire aussi des mutations dans les statuts. Hein, être à la fois artiste, faire du commissariat d'exposition, travailler à des questions institutionnelles. Robert, hein, qui a eu aussi des rôles pédagogiques et de direction. Donc on est aussi dans des mutations par rapport au statut de l'artiste et à son rôle dans l'institution, aux casquettes qu'il va prendre dans l'institution. Et puis je disais mutation de certains objets artistiques. Donc là-dessus c'est soumis évidemment à débat, mais est-ce que, quand on disait est-ce qu'une démarche peut faire forme, ça c'est une première question. L'autre question c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une réinvention de certains cadres sémiotiques de la forme aujourd'hui. Ça, voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu.
Oui, c'était juste pour réaffirmer effectivement que la question du rôle de l'art se pose d'autant en situation de crise, qui permet d'être un moyen, sinon le moyen, de lutter contre un certain risque d'obscurantisme qui est lié à une crise, à ces crises, donc à cette notion de crise plutôt sociale et identitaire aujourd'hui, et que c'est peut-être plus sur les conditions d'exercice des moyens mis à disposition de cet art que se posent les questions en termes économiques notamment. Je pense que les deux sont justement, enfin c'était un peu l'idée, évidemment, hein, le but n'est pas de balayer, mais c'est l'idée justement de ces deux demi-journées, c'est-à-dire effectivement de ne laisser ni l'un ni l'autre, ou en tout cas d'essayer de ne pas abandonner l'un ou l'autre, parce qu'effectivement la manière dont on considère fondamentalement l'activité de création et comment on la situe, notamment on le voit bien entre d'un côté une dilution hétéronomique, enfin, dans le contexte, ou alors au contraire dans une sacralisation qui l'isole de ses fonctions sociales. On voit bien qu'on est obligé là de remettre à plat certaines choses en nuançant, ce qui devient très difficile en état de crise, dans la nuance, alors que c'est uniquement dans la nuance qu'on avancera à mon avis réellement. Mais je pense qu'il faut faire les deux en même temps, c'est-à-dire effectivement la situation économique, l'économie vraiment de l'artiste, mais aussi l'économie de la création dans son sens plus structurel, parce que le fond et la forme vont de pair, sinon on va aller d'une instrumentalisation à une autre, quoi. J'ai vu rapidement l'exposition ici aux abattoirs, notamment une œuvre qui avait déjà été présentée, c'est Refuge. Et donc cette pluie qui coule sans cesse à l'intérieur du chalet en bois. Il y a une table, des livres et une carafe, je pense. Et je mets cette œuvre en relation avec notre sujet. Et je vais faire une petite citation de Agamben qui a été citée pour un autre livre, celui sur le dispositif. Et celui-ci, c'est qu'est-ce que le contemporain? Et il fait une tentative de définition, il en donne plusieurs d'ailleurs. Donc juste celle qui est en 4e de couverture. Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. Je rebondis là-dessus parce que je trouve que vous avez raison, on l'a abordé très rapidement. Je pense aussi de ce dont on parle aussi, c'est la question non pas du contemporain pour le coup, mais de la contemporanéité. C'est-à-dire qu'effectivement là, il y a aussi, et ça rejoint ce qu'on disait sur des nouvelles formes, il y a manifestement l'émergence aussi d'un nouvel espace, à la fois démocratique, à la fois artistique, qui est de l'ordre d'une contemporanéité comme il y aurait eu une modernité. Et je pense que là, du coup, on doit régler ou retravailler ensemble à la fois les curseurs, à la fois les systèmes de compréhension, notamment de comment de l'hétérogène se lie. On n'est plus dans les principes de la modernité, mais on n'est plus non plus dans la postmodernité. Parce qu'on est dans quelque chose là dont on n'a pas encore tout à fait, dont on doit déjà comprendre les fils pour arriver à peut-être nous-mêmes savoir notre action là-dedans. Voilà. Mais je trouve que la question du contemporain, en tout cas, est centrale. Bonjour. Alors, pour moi, je trouve que le problème essentiel, c'est sur cette libre circulation des œuvres, des expressions des artistes aujourd'hui, dans tous les territoires. Nous avons perdu toute cette circulation, toute cette liberté d'action par rapport à certaines institutions, j'ai l'impression qu'il y a un repli sur les lieux, sur les individus, dans la culture. C'est très séparé, c'est souvent devenu des communautés spécifiques. Et donc nous, par expérience, parce que moi j'ai commencé à travailler avec des zones autonomes temporaires, puisque j'ai travaillé avec des centres systèmes anglais, donc j'ai beaucoup voyagé. On a commencé, bien sûr, ce qu'on voit aujourd'hui sur ce travail de la récup, des matériaux qu'on choisit, comme ça, cette espèce de art pauvre, de poubelle, ça fait très longtemps que ça existe dans le milieu techno. Ça a toujours été en marge. Cette marge-là, elle a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans les institutions ou à être lue ou perçue. Mais sans cela, aujourd'hui, en tant qu'artiste illégal, on peut et on ne peut pas, surtout quand vous proposez votre travail dans des institutions, avoir la liberté d'action.
parce que vous êtes soumis à des réglementations très sévères, parce que vous êtes obligé de montrer patte blanche, vous êtes obligé de dévoiler votre identité. La difficulté là-dedans, c'est qu'on a perdu le secret et la poésie, on a perdu le mystère, on a perdu l'anonymat, on a perdu ce qui est l'essentiel même de l'œuvre en elle-même. C'est-à-dire que maintenant, on met en avant un artiste plus qu'une œuvre, d'une manière générale. Donc on rentre dans cet état du consumérisme, du selfie. Bon, c'est un peu éclectique ce que je vous dis, mais là-dedans, ce qui est important, c'est que quand vous travaillez des institutions, ou même des mairies, ou ces administrations qui sont très lourdes, vous ne pouvez pas agir parce que vous êtes bloqué par des systèmes de lecture, des systèmes qui sont mis au service de gens administratifs qui vous empêchent de travailler convenablement parce que vous devez déposer des formes spécifiques, des contrats spécifiques, des formats A4. Vous n'avez pas cette liberté de pouvoir exprimer ce que vous avez à amener dans une forme concentrée qui est la cité. Alors là-dessus, je ne sais pas si vous... Enfin, ce matin, il y a eu des réflexions... Par contre, je ne suis pas venu ce matin, donc je viens très en retard. D'accord. Je suis Parce désolé. que ce matin, effectivement, il y a eu des questions assez intéressantes. C'est la question de la... il ne faut pas confondre la question de l'action publique avec la question de l'établissement public. Évidemment que dans un établissement public... structuré pour accueillir du public, il y a des normes et il y a des règles. Évidemment qu'on ne peut pas à la fois mélanger la liberté des cultures alternatives avec les règlements d'une structure pour accueillir du public. Par contre, je pense qu'il ne faut pas confondre un établissement pour accueillir du public avec la force publique. C'est-à-dire que la force publique, l'État peut réfléchir à comment, à mon avis, plutôt favoriser la création des cultures alternatives, mais ne peut pas transférer les cultures alternatives dans des établissements qui sont forcément des établissements de normalisation. Bien sûr que si. Je pense que l'État est quand même à l'écoute. En fait, c'était pas vraiment nous sommes citoyens, débat, nous pouvons très bien intervenir sur. Ils sont là, nous sommes là pour faire une relecture de la société. Non, mais tout est possible. Je dis juste qu'on ne parle pas. Possible. Oui, voilà. C'est un besoin nécessaire. Que c'est un faux paradoxe. Je dis juste que c'est un faux paradoxe. Évidemment, dans un établissement public, les règles qui vont s'appliquer sont relativement contraignantes. Et je répète, c'est pour ça que... Elles sont totalement contraignantes. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'état d'urgence. Ça veut dire que si, par exemple, une administration d'une mairie quelconque, vous allez être enfermé dans un système qui vous empêche de travailler. Vous ne pouvez pas avoir accès aux outils extérieurs. Vous ne pouvez pas avoir accès, par exemple, à Google Earth, Google Maps, YouTube, parce que ces gens-là sont obligés de passer par des services qui contrôlent totalement les machines qui sont en réseau. Ça, c'est un petit détail, mais qui est important parce que vous ne pouvez pas interagir sur ces systèmes-là. Vous êtes obligé à chaque fois de faire découvrir toute la part de mystère et de secret que vous amenez dans une expérience avec l'autre. Le deuxième point que vous avez relevé et que je trouvais intéressant, c'était la relation au territoire. Quand vous avez parlé du territoire, ça c'est une vraie question qu'on a abordée très rapidement ce matin. C'est sûr que la manière dont, pour le coup, la force publique est organisée, notamment dans la manière de comprendre comment le métier où l'activité artistique se diffuse, est énormément centrée sur le territoire. Sur les territoires, sur les régions, les départements, les financements régionaux et sur les ancrages territoriaux des centres d'art. Et c'est vrai que par rapport à des pratiques qui sont par rapport à d'autres pratiques qui sont nomades, qui ne sont pas liées à des territoires, qui ne sont pas forcément ancrés, ou en tout cas ou à des territoires imaginaires, ou en tout cas pas à des territoires dans le sens des politiques territoriales, c'est vrai que ça pose une vraie question. C'est pour ça que je vous parle de la circulation, c'est-à-dire pour moi, la circulation, elle doit être faite, elle doit être organisée, elle doit être à l'écoute justement de toutes ces formes de territoires, les territoires à la fois administratifs, les territoires de centres d'art, de galeries ou bien de squats ou bien de land art. Aujourd'hui, par exemple, faire du land art, il est très très difficile de le faire parce que vous êtes obligé d'avoir des demandes, des autorisations. Si vous le faites, vous ne les aurez jamais parce que c'est très dangereux, parce qu'il y a des assurances, il faut couvrir tout ça, donc vous êtes obligé de courir en permanence pour faire... Vous n'attendez pas, vous n'attendez plus. Toutes les jeunes générations aujourd'hui n'attendent pas.
elles attendent les flics, elles n'attendent pas autre chose. Oui, mais bon, donc on peut très bien dire que c'est encore une discussion, enfin une précision qu'on a fait ce matin entre, en effet, vous êtes ou inscrit dans un registre professionnel et en effet, vous avez une pratique professionnelle, ou effectivement vous êtes amateur et donc. Non, c'est trop il y a restrictif. mais il y a aucune. C'est trop restrictif, madame. Professionnel ou amateur, ça veut rien dire. Je ne suis pas au registre des métiers. C'est pas un métier être artiste pour moi, franchement. Non, mais vous pouvez très bien être artiste et refuser d'être inscrit dans des régimes professionnels. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, oui, mon mais travail... donc c'est une responsabilité qui vous revient. Vous pouvez bien très bien vous assumer cette situation-là comme une situation artistique en vous-même. Bien sûr, parce que c'est un tout, parce que vous apprenez de vous-même et de vos œuvres. Je veux dire, quand vous traversez et quand vous jouez, quand vous voulez essayer de jouer avec des administrations, parce que le but, c'est de faire de la circulation. Donc si vous circulez et vous jouez avec des acteurs. Mais les acteurs, au bout d'un moment, ils sont enfermés, ils sont enclavés dans un système qui ne déroge pas. Oui, d'accord. Bon, alors il y a des artistes qui font ce choix, et puis vous pouvez faire un choix autre. Il existe des libertés. Tout le monde. C'est pas une liberté que de dire, voilà, nous sommes un système et ce système-là ne s'ouvrira pas parce que c'est un système qui est comme ça, qui marche très bien. Peut-être. Bon, mais on va devoir conclure, excusez-nous, parce que les sociétés ont besoin d'utopie. Il faut qu'on puisse terminer ce colloque. Et donc, on va clore le débat, parce que je pense que là, on n'a pas fini. C'est effectivement un problème en soi, le choix que vous faites là. Celui qu'on peut tout à fait reconnaître, celui qu'on peut tout à fait reconnaître comme un champ artistique autre, mais intéressant dans la contemporanéité. Sauf que là, maintenant, il n'est plus question d'ouvrir ce débat-là, parce qu'il est temps qu'on finisse le nôtre autour de la crise et de la situation d'expérimentation de l'art en situation de crise. Donc, je suis désolée, mais on va devoir vous demander de quitter la salle pendant un moment, ou de rester si vous voulez. Nous, on va se faire une petite synthèse avec les différents modérateurs et les artistes. Et puis, ensuite, vous reviendrez et on dit qu'on doit clore. Vous pouvez rester dans l'espace. Non, il n'y a pas. On va juste prendre 5 minutes, nous, pour faire un petit point avant de conclure très rapidement et de tenir le timing. Mais vous pouvez rester dans la salle, parce que...